Bonjour Émilie. Bonjour Julien. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ? Alors je suis enseignante, j'enseigne les maths et la physique à des futurs enseignants à la Haute École Mozanne à Elmo. Et par ailleurs, je travaille sur un projet de recherche avec deux collègues, Vincent Rep et Christiane Maty, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos formations, à la fois dans le département pédagogique et dans le département informatique et technique. Donc, tu es une invitée parfaite pour notre podcast. C'est sympa, merci. Et donc, avant de rebondir sur cette recherche, justement, je te propose peut-être de dire en quelques mots quel est toi ton rapport à l'IA, comment tu l'as découvert, est-ce que tu l'utilises, est-ce que tu en vois un usage, justement, sans encore développer la recherche, mais l'usage dans haute école de l'IA pour toi, dans ta pratique personnelle, mais aussi autour de toi. C'est ça. J'ai un rapport très ambivalent avec l'IA. Quand on m'a proposé d'intégrer cette recherche, j'ai dit mais c'est quoi cette horreur qui va encore pomper des ressources carbone là où on en a déjà bien trop peu sur la planète, et donc une réelle frilosité par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour autant, je me suis dit aussi qu'intégrer cette recherche était une opportunité parce que le train avance, les outils sont disponibles et les étudiants n'attendent pas ou la société n'attend pas tout simplement. Et donc je pense que il vaut mieux se questionner avec justesse, plutôt que de dire non, pas ça pour moi, et donc plutôt une opportunité de se former, une opportunité de se questionner et d'avoir une utilisation juste de l'intelligence artificielle, pondérée, mesurée. En fait, à titre personnel, j'utilise assez peu, j'avoue. J'utilise évidemment pour des cas d'école dans le cadre de la recherche. J'utilise aussi par rapport à ce que je peux mettre en place dans mes enseignements avec les collègues, avec les étudiants. Mais sinon, là où je trouve que c'est un outil qui m'aide quand même, c'est sur la reformulation. Ouais. Ça me fait parfois gagner du temps sur la précision de la manière dont je formule un mail, par exemple. La clarté. Voilà. Mais je cherche des améliorations plutôt que de dire voici un mail, fais-moi la réponse, quoi. Donc voilà, plutôt. Donc un accompagnement plutôt qu'un remplacement. Oui, c'est ça, oui. Ok. Très bien. Et donc justement, tu nous parlais de cette recherche sur les pratiques étudiantes au sein de ta haute école ou plus largement Fédération Wallonie-Bruxelles ? On travaille uniquement au sein de notre haute école. Okay. Pour le moment. C'est vrai qu'on envisage peut-être des perspectives d'élargir le cadre de la recherche à des horizons plus étendus, mais pour le moment, c'est la haute école. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on t'a proposé ou toi, dans les pratiques de tes étudiantes, tu t'es dit, mais il se passe quelque chose, ça interpelle mon regard de chercheuse. Initialement, c'était deux enseignants du département informatique qui se questionnaient sur l'IA. Évidemment, ça c'était assez pertinent, enfin vu leur zone de travail, je dirais. Et donc dans le cadre de l'appel à projet interne sur la recherche, on leur a dit tiens, ce serait intéressant que vous puissiez aussi intégrer dans l'équipe quelqu'un qui vient du département pédagogique pour pouvoir aussi questionner les pratiques, les aspects purement pédagogiques des pratiques. Et c'est comme ça que on est venu me trouver. C'est pas moi qui ai proposé ce projet-là, mais fort est de constater que c'était vraiment c'est une expérience vraiment utile. Ça fait 2 ans maintenant, presque et demi, qu'on travaille sur ce projet et très riche aussi pour mes propres pratiques. Nice. Je pense que j'aurais pas fait ce travail, ce questionnement en profondeur comme ça si j'avais pas eu cette opportunité d'intégrer un projet de recherche. Donc tu es rentré à reculons, comme tu nous disais tantôt, mais que maintenant tu en retires quelque chose. Et donc peut-être avant d'aller justement à ce que tu en retires sur tes pratiques, ça c'est très intéressant aussi, peut-être un aperçu. Alors la recherche n'est pas terminée, si j'ai bien compris. Donc mais peut-être un aperçu déjà de certaines observations que vous avez déjà pu faire. Et donc ne sont pas définitifs, globalement, la méthodologie, c'est de se dire, on va essayer de proposer à des étudiants de faire une tâche de haut niveau taxonomique, donc une tâche un peu complexe, une tâche où ils sont obligés d'évaluer une production imparfaite et puis de l'améliorer. Okay. Alors que ce soit sans contrainte ou que ce soit après avoir vécu une formation spécifique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc, malheureusement,
on est un peu contraint sur l'organisation de ce dispositif et de ces expérimentations, parce qu'en fait, on travaille en partenariat avec toute une série d'enseignants qui collaborent avec nous et qui intègrent notre dispositif au sein de leur activité d'apprentissage. Et donc, ça veut dire qu'on a globalement 2 heures pour former les étudiants, ce qui est vraiment très très peu. Mais c'est mieux que rien. Oui, ou c'est peut-être plus que ce qu'ils ont reçu depuis. Oui, c'est ça. Et donc, nous, il nous semblait important de pouvoir offrir ça, même si dans notre perspective plus future, ce serait évidemment pertinent d'offrir bien plus que ça à tous les étudiants des hautes écoles ou de l'enseignement supérieur de manière générale. Voilà, ce qui est les résultats sont très très frais parce qu'on fait des expérimentations pendant l'année scolaire précédente et on est en train de dépouiller pour le moment les résultats, mais les premiers résultats sont quand même particulièrement surprenants et nous montrent en fait que les étudiants qu'on a formés, certes pendant 2 heures et à qui on a proposé la tâche juste après, donc ce qui est quand même pas idéal d'un point de vue pédagogique évidemment, mais en fait ces étudiants-là sont globalement moins bons que ceux qu'on n'avait pas formés initialement. Et donc, ça nous questionne évidemment sur notre dispositif de formation et ça questionne aussi sur le fait que ces étudiants à qui on impose d'utiliser l'IA ont une confiance peut-être un peu aveugle dans l'outil d'intelligence artificielle, puisqu'on leur pose aussi la question de savoir est-ce que vous vous sentez globalement à l'aise, est-ce que vous êtes content de votre production, est-ce que la production que vous avez améliorée est meilleure que celle que vous avez initialement reçue, etc. Et donc, on voit, en tout cas au département pédagogique, un niveau de confiance qui est quand même assez plus important quand ils utilisent l'intelligence artificielle, ils ont été formés, etc. Et donc, voilà, ça nous questionne réellement sur la difficulté d'ouvrir des yeux les étudiants sur les dangers d'une utilisation complètement aveugle de l'intelligence artificielle, parce que ils se sentent confiants, ils ont l'impression que, enfin en tout cas pour une certaine partie d'entre eux, que l'intelligence artificielle fait le taf, répond aux questions et ne nécessite pas forcément d'une vigilance accrue. Et donc les 2 heures leur augmentent leur confiance, qui, sous réserve évidemment d'analyse plus approfondie, en tout cas les rendrait plus aveugles aux biais, aux limites. Tout à fait. Et oui, c'est ça, à leur rapport à un IA beaucoup plus confiant. Oui. Donc ça, pour le moment, c'est conclusion provisoire. Voilà. Mais c'est vrai que parallèlement à cette conclusion provisoire un peu désastreuse d'une certaine manière, des étudiants du bachelier en informatique sont en train de développer dans le cadre d'une mini-entreprise au sein de leur département qui s'appelle Salto, une application pour apprendre à prompter de manière guidée et à utiliser l'intelligence artificielle de manière critique. Donc il y a 2 modules. Il y a donc ce module. Et ça, excuse-moi, je t'interromps, mais alors un usage critique de l'IA, oui. Qu'est-ce que ça serait un usage critique de l'IA ? Mais c'est justement se questionner sur quel est l'objectif de mon utilisation de l'IA. Pourquoi est-ce que je suis en train d'aller maintenant vers ce type d'outil ? Est-ce que ça va répondre aux besoins que j'ai ? Est-ce que ça répond à une utilité en termes de formation ? Est-ce que c'est le meilleur outil pour répondre à ma question ? Peut-être qu'un simple moteur de recherche pourrait faire le job. Peut-être que je pourrais interroger les collègues avec qui je suis en train de faire un travail de groupe. Voilà. Donc il y a ce type de questionnement-là aussi, et aussi de se dire, voilà, dans un mode critique que propose cette application, c'est on peut suggérer, on demande à l'application d'insérer des biais ou des incohérences dans la réponse qu'elle donne aux questions. Et donc l'étudiant est obligé lui-même d'aller mettre en évidence les biais et de dire tiens, mais ça je pense que c'est erroné, etc. Et pour essayer de mettre en évidence que des biais ça existe, et puis d'acquérir une forme d'automatisme, ou en tout cas au minimum de vigilance par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, en disant tiens, oui, il y a peut-être un biais ici, il y a peut-être un biais là-bas, et donc je me questionne, peut-être je vais croiser mes sources peut-être aussi pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et donc on se dit que
si on travaille comme ça, certes, on éveille une forme de vigilance par rapport à l'éducation de l'intelligence artificielle aussi, mais aussi par rapport, ça permet une autre appropriation des contenus disciplinaires, puisque l'enseignant qui va prévoir un exercice sur ce type d'application va obliger l'étudiant à Donc ça, l'idée, c'est questionner. de faire un lien justement avec les autres formes d'apprentissage. En fait, c'est pas tant de dire l'IA a tellement de biais que on va la mettre de côté, c'est comment est-ce qu'on va l'intégrer pour renforcer les autres apprentissages, capacité de recherche, recul critique, production d'un discours critique. Est-ce que c'est cette perspective-là? Tout à fait. En fait, notre angle d'attaque sur cette recherche, c'est de se dire, mais en fait, l'IA pourrait permettre aux étudiants de devenir plus compétents si ils développent des vigilances et des compétences qui sont peut-être moins travaillées pour le moment, parce que en fait, on a une forme d'obligation de développer un esprit critique important, sachant tous les biais et les incohérences que peuvent induire des outils d'intelligence artificielle. Et donc, si on utilise justement cet outil pour avoir un travail pointu sur le questionnement et les questions méta, peut-être que ça permettrait de développer des compétences un peu différentes en termes, sur des domaines hors numérique. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est un discours qui n'est ni technophobe, ni technophile, qui est ni anxiogène, ni aveuglement béat. C'est dans l'espace public aujourd'hui assez rare comme discours, donc ça vaut la peine de le partager. Et alors, je rebondis dessus pour une question, en fait, c'est une des craintes, justement. Alors, il n'y a pas encore d'études, il y a quelques articles, mais pas encore d'études sur le sujet, mais une des craintes, c'est de dire, en fait, l'usage répété de l'IA, qu'il soit confiant ou pas, en fait, fait disparaître des compétences. Utiliser un moteur de recherche, produire un document, structurer un document. Vraiment des compétences qui, elles, en termes d'apprentissage, sont absolument indispensables, quel que soit le niveau d'enseignement. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as pu observer ou que tu peux observer soit en tant qu'enseignante ou en tant que chercheuse? Alors en tant que chercheuse, par rapport à cet aspect-là, nous, les résultats de notre recherche, alors c'était globalement 300 étudiants, donc c'est pas non plus une cohorte énorme avec différentes tâches, etc. Mais on montre dans cette recherche que les étudiants qui ont l'habitude d'utiliser l'IA sont plutôt plus performants que ceux qui l'utilisent peu. Et donc performant, avec l'IA ou sur toute la tâche? Avec l'IA sur la tâche qui a été proposée. Et donc ça nous mène vers une conclusion qui dit en fait il faut l'utiliser, il faut apprendre à l'utiliser et c'est ça c'est justement en développant des habiletés par rapport à l'IA que on va pouvoir à la fois mixer l'utilisation pertinente de l'IA et peut-être des habiletés en termes de compétences disciplinaires également. Et donc c'est vraiment le credo qu'on développe, c'est voilà de l'utiliser et surtout dans le chef des enseignants de guider cette utilisation, ne pas se dire ils ont l'IA à main, ils connaissent mieux que moi parce qu'ils utilisent plus le numérique, ils sont plus derrière leur écran. Au contraire, c'est de se mettre à côté des étudiants, de prompter avec eux, de leur soumettre des cas d'usage et de questionner. Ça, c'est un des aspects qu'on donne dans notre formation, c'est de questionner les usages et si possible aussi en groupe, de faire dialoguer entre les étudiants sur ces questions-là. De pas se reposer sur l'image qu'on a d'une maîtrise qui et ne pas former aussi hors sol en disant on forme à l'utilisation de l'IA, on prompte comme ça, etc. Mais aussi concrètement, dans la matière qui m'intéresse, on va questionner l'IA, on va et j'aimais bien tout à l'heure ce que dans une des causeries qui était proposée ici, il y a un des intervenants qui disait tiens, mais on pourrait aussi proposer aux élèves d'utiliser l'IA sur un sujet qu'ils connaissent bien. Et quand on prompte sur un sujet qu'ils connaissent bien, c'est aussi une manière de voir de découvrir si l'IA propose à des biais, etc. Donc oui, c'est un exercice très amusant, un peu inquiétant parfois. Mais... Oui, mais permettre d'ouvrir certaines œillères aussi parfois.
Et alors, pour revenir à un sujet que tu abordais avant de conclure, tu l'abordais au tout début de notre entretien, c'était sur ce que ça avait changé dans tes pratiques en tant qu'enseignante. Donc cette recherche et ton rapport à l'IA, est-ce que ça a changé? Tu évoquais le fait que ça avait changé quelque chose dans tes pratiques. Qu'est-ce que ça aurait changé? J'intègre des propositions de l'IA dans les panels de sources que je propose aux étudiants. Quand je leur demande de critiquer des outils, dans les panels d'outils que je propose des séquences d'activités proposées par l'IA, par exemple, au même titre que d'autres séquences d'activités, et leur demander de se positionner. Et comme ça les oblige à se questionner sur ce type d'outils au même titre que pour des outils trouvés par ailleurs. Et je pense que c'est intéressant qu'ils puissent mettre en confrontation des propositions de l'IA et des propositions autres. Je pense que de ce côté-là, c'est comme ça que j'intègre ça avec les étudiants. Et comme je disais tout à l'heure, en travaillant avec eux, en les accompagnant, en questionnant avec eux les avantages et les limites des outils d'intelligence artificielle générative. Très bien. Et pour une vraie conclusion de notre entretien, je te propose peut-être de partager de partager un conseil que tu donnerais éventuellement à un professionnel, une professionnelle de l'éducation, quelle qu'elle soit, que ce soit d'enseignement ou ailleurs. Qu'est-ce que tu dirais justement sur qu'est-ce que tu conseillerais sur l'IA? J'aime bien de reprendre une phrase de Sacha Muno, qui est un formateur en IA, qui dit « Il vaut mieux prendre l'IA par la main avant qu'elle vous prenne par la gorge ». Et donc j'ai envie de dire, allez-y, prenez le temps d'explorer l'IA avec vos étudiants et mettez en évidence... utilisez votre compétence professionnelle pour montrer quelles sont les limites et les avantages de l'IA, histoire que on peut rêver, vos étudiants soient aussi critiques quand ils utilisent ces outils-là. Parfait, merci beaucoup. De rien.